Oui, bonjour à tous, bienvenue. Donc là, aujourd'hui, on recommence un peu le tour des responsables professionnels. Didier Gadea, secrétaire national du MODEF, a beaucoup de choses à nous dire. Et moi, je suis comme Didier. Nous, on est des combattants depuis des décennies. Et je suis surpris qu'avec l'enlisement, la situation qui s'aggrave quasi dans toutes les productions, hein. Il y a un petit peu la poule pondeuse, quelques niches, évidemment, le champagne, il y a toujours quelques niches, mais c'est vraiment infime. C'est l'effondrement de la paysannerie, 2 500 000 hectares en friche. Les bovins, on n'en parle pas. En plus, il y a eu les abattages, ils ont fait n'importe quoi. Les céréales, on voit beaucoup de gens nous appeler maintenant en difficulté dans les terres qui n'étaient pas des terres à céréales, hein, en zone intermédiaire. Et puis, bah, la viticulture, Didier va en parler mieux que moi, c'est presque du jamais vu. C'est l'effondrement, même chez moi dans les coteaux du Léon, où c'est une région qui est quand même, on va dire, fonctionnait bien avec la viticulture, on voit maintenant, il n'y a plus de repreneurs, il y a des vignes qui s'arrachent et qui ne se replantent pas, donc c'est du jamais vu. Donc Didier, je te donne la parole sur cette crise généralisée, et je pense que tu es comme moi, tu es surpris, comment se fait-il que ça explose pas? Oui, ben, bonjour et merci pour ton invitation. Je crois que c'est la troisième fois que je passe euh, sur ta chaîne. Donc, je salue tout le monde. Alors oui, effectivement, on a une crise viticole. Alors, crise viticole, c'est le nom que l'on donne à cela, mais en fait, c'est pas une crise viticole, hein, c'est une crise d'un système économique, hein, tout simplement, hein. Voilà. Bon, ouais, on va l'appeler crise viticole, comme ça, au moins. On saura de quoi on parle, de la viticulture. Oui, effectivement, on est sur une petite, très, 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 très petite récolte, la plus petite récolte depuis l'après-guerre. Et même peut-être même on peut remonter depuis ce qu'on appelle la viticulture moderne. Alors, c'est quoi la viticulture moderne? Ben, c'est tout simplement après le phylloxéra, lorsque on a replanté les vignes et qu'on a greffé sur des plants américains. Et on a tout ordonné, donc tout bien, tout aligné, toutes les vignes bien alignées. Donc ça fait à peu près 120 ans. Depuis 120 ans, c'est la plus petite récolte. Alors, certains, j'entends des choses dans les médias, oui, dans les médias, à la télévision, à la radio, ou je peux lire dans la presse, des choses complètement absurdes, du genre, par exemple, oui, mais vous comprenez, cela est dû au changement climatique. Et c'est vrai que le changement climatique, il existe, mais il a bon dos. Si aujourd'hui on a une si petite récolte, c'est pas dû au changement climatique. Bon, bah, à titre personnel, je préférerais presque. Non, c'est dû à une situation qui fait qu'il y a de plus en plus d'abandon de vignes. Il n'y a plus de repreneurs. Vous avez tous en tête les fameux incendies dans l'Aude qu'on a eu droit cet été. Cette région de l'Aude que je connais très bien. D'ailleurs, j'y étais le surlendemain dans le secteur. C'est ça, moi j'ai connu il y a 40 ans ce secteur-là, quand je l'ai connu, il n'y avait pas une friche, quoi. Et tout était cultivé en vigne. Aujourd'hui, vous partez, on va dire, de Narbonne jusqu'à la frontière espagnole, et sur l'autoroute, vous ne voyez que des friches, à perte de vue. Donc ça, c'est pas le climat, hein. C'est tout simplement que le vin ne se vend pas à un prix convenable Voilà. et qui ne permet pas d'assurer la survie des exploitations. À cela, il faut rajouter un autre phénomène qui est marquant, qui est d'ailleurs bien plus marquant que ce qu'on peut penser, c'est le vieillissement de la population des agriculteurs. On a les chiffres qui ont été donnés l'année dernière, et j'aime bien les rappeler parce que ça situe au moins les choses. Quand vous regardez la pyramide des âges, Ah oui. toute population, vous regardez la pyramide des âges, hein. Donc l'Union européenne a donné l'âge moyen d'un agriculteur en Europe, c'est 57 ans, quoi. Oui, c'est ça. 57 ans, l'âge moyen. Oui. Et Et En France, nous, c'est pas 51 ans et 6 mois? non, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil? C'est à peu près pareil. On se retrouve, hein, voilà. Et on va peut-être un an d'écart, quoi, mais ça, on va pas chipoter pour un an. Et encore plus parlant, je trouve, c'est les moins de 35 ans, parce que les moins de 35 ans ne représentent que 6%. Donc, avec ça,
vous avez tous les ingrédients d'une disparition massive d'agriculteurs d'ici les 10 ans qui viennent. Et d'ailleurs, si vous fouillez un petit peu, si vous allez un peu sur Internet, vous êtes un petit peu curieux, vous retrouverez aussi des chiffres parlants, des chiffres qui sont donnés par, on va dire, les organismes politiques ou d'État, et qui vous disent tout simplement qu'en France, ben, d'ici moins de 8 ans, on va perdre entre 100 et 150 000 Ah paysans. oui. Donc c'est acté. Tout cela, c'est pas, comment dirais-je, ils sortent pas ça d'un chapeau de magicien. Donc c'est des chiffres qui sont, il faut s'appuyer là-dessus pour comprendre ce qui se passe. Donc oui, on a une petite, très très petite récolte. L'année dernière, on avait battu un record. Cette année, on rebat encore un record. Et, euh, et qu'est-ce qu'on propose? Parce que, bon, il y a une situation donnée, celle que j'ai en train de vous dépeindre. Après, ce qui serait intéressant de voir, c'est que proposent les partis politiques, que propose la profession pour sortir de cette situation, ou du moins pour essayer d'améliorer les choses et voir comment on peut pérenniser, un petit peu pérenniser, on va dire, la profession. Et là, ben, on s'aperçoit que si je vous ressors des articles de journaux d'il y a 10, 15, 20, 30 ans, lorsqu'on avait des crises aussi viticoles, ben, vous retrouverez d'abord les mêmes personnes, souvent, et là je parle pour la profession, et avec les mêmes solutions, c'est-à-dire, pour faire simple hein, pour les auditeurs, la destruction de l'outil de production. C'est-à-dire que lorsque ces gens-là sont confrontés à une situation de crise, de mévente de vin, eh bien, au lieu de faire en sorte que le prix de ce vin-là soit vendu correctement, eh bien, on préfère détruire l'outil de production et faire disparaître le problème de façon physique et puis voilà, quoi. C'est-à-dire par les arrachages de vignes, par les liquidations des fusions des caves coopératives. Et là, ils sont prêts à faire débloquer de l'Union européenne des sommes assez conséquentes pour arriver à mettre cette politique en place. Donc là, euh, plusieurs choses, Didier. Le nombre, je ne sais pas si tu as en tête le nombre d'hectares arrachés. Moi, j'arrive du Gers. Mon coprésident Michel Bini, qui fait un peu de TP d'entreprise, arrache des Oui. vignes à tour de bras. Il n'a jamais vu Oui. ça. Alors, est-ce que tu sais une ordre de grandeur de ce qui va s'arracher en France et ailleurs et en Europe? Et j'avais une deuxième question. Qu'est-ce que tu peux faire derrière la vigne? Parce que moi, je suis dans une région viticole, j'ai repris des terres derrière des vignes, moi, je fais de l'élevage. Je peux te dire que derrière la vigne, tu fais pas pousser grand-chose. Ouais. Alors, euh, la première question, c'était quoi déjà? Le nombre d'hectares arrachés. Ah oui. Alors, il est difficile de ça. Alors, il y a deux catégories d'arrachage. Il y a les arrachages qui sont déclarés primés. L'année dernière, il était prévu d'arracher 30 000 hectares de vignes Quand sur tu toute la dis France. primé, c'est 4 000 € de l'hectare? Voilà. Alors, ça aussi, ça demande une explication. Donc, je vais y venir tout à l'heure. Je le marque là pour ne pas l'oublier. Euh, donc, vous avez des gens qui arrachent des vignes et ils font une déclaration à la douane, ils arrachent, terminé. Bon. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, justement à cause des primes à 4 000 euros, c'est de l'abandon de vigne. C'est-à-dire qu'une vigne, il faut la travailler, hein, on n'a pas le choix. Si on la taille pas, c'est fini, vous la perdez, hein. Au bout de 2 ans, c'est des lianes, hein, ça pousse, bon. Donc, il y a une obligation. On est obligé de tailler au minimum la vigne. C'est une obligation. Donc, les gens ne le font pas, abandonnent les vignes, et voilà. Et ça disparaît comme ça. Et pourquoi ils abandonnent les vignes? Parce qu'à 4 000 € l'hectare, l'arrachage, ça leur coûte presque plus cher d'arracher que d'abandonner. Donc, on a ces phénomènes. Moi, je l'avais remarqué déjà depuis à peu près 3 ans. Mais là, cette année, j'ai vu le phénomène encore plus marquant. Mais quand je te dis des parcelles abandonnées, mais c'est pas des parcelles de 20 ans, hein, c'est des parcelles qui font 10 hectares des fois d'un seul tenant. Des vignes qui sont relativement jeunes, qui ont une vingtaine d'années. Pour une vigne, 20 ans. Est-ce que ça existait autrefois, ça, ce phénomène-là? Non. Non.
Non, tu avais des abandons de vignes, mais souvent c'était des vieilles vignes où il y avait Ou des petites parcelles, les petites des petites parcelles. parcelles, où il y avait un héritier qui était à Paris ou à Lyon, Oui, et il voilà. laissait filer. Voilà. Mais là, je te parle de professionnels d'exploitation de vignes qui ont été de belles parcelles, même certaines non aussi, hein, et qui sont donc comme ça, parce que ça va leur coûter plus cher de l'entretenir, ça va leur coûter plus cher de l'arracher, et ils l'abandonnent. Et c'est pour ça que je te dis que les incendies de l'Aude, on n'a pas fini d'en voir, quoi. Et alors là, vous irez voir la biodiversité, là. Les défenseurs de la biodiversité, vous allez m'expliquer comment ça va faire, comment on va faire, hein. Donc, Et donc, ça, c'est les premières primes d'arrachage, donc, comme je t'ai dit, les 30 000 hectares de l'année dernière. oui. Depuis une vingtaine d'années, en France, il s'est arraché, on a perdu, pardon, on a perdu. C'est parce que c'est pas forcément des arrachages, ça peut être aussi des arrachages ou des abandons. On a perdu 100 000 hectares de vignes, ce qui est considérable, hein. Ça fait à peu près l'équivalent d'un département du plus grand département viticole de France, qui est la Gironde, qui a 115 000 hectares. Voilà. Mais là, avec ce qui se passe là, faut s'attendre à, si jamais il y a une prime plus conséquente qui vient en proposition pour les vignerons, mais ça va être terrible. On va pas reconnaître le pays, hein, ça c'est sûr. Donc, de ce point de vue-là, tout le monde est en train de se poser beaucoup de questions dans mon département et dans ma région, parce que s'il n'y a pas d'arrachage, qu'est-ce qu'on va faire des vignes? Et s'il y a des arrachages, il n'y aura plus de vignes, qu'est-ce qu'on va faire dans nos caves coopératives, quoi? Pour ceux qui sont en cave coopérative. Tu vois, Et qu'est-ce que tu vas faire de tes terres? Alors, toi, tu dis que tu es dans une région où on peut rien faire derrière une vigne. Moi, la mienne région, c'est une région donc méditerranéenne, dans l'Hérault. Non, moi, non seulement derrière une vigne, je peux pas faire grand-chose, mais avec le climat que j'ai, je peux pas faire de l'élevage bovin, hein. Ah non? Voilà. Donc, nous, c'est très compliqué de faire autre chose que de la vigne. Ah oui. Voilà. Très, très compliqué, voire impossible. Voilà. Vous pouvez pas Donc, parce faire que de là, céréales? Vous pouvez pas faire de céréales? Non. bah non, on fait un peu de céréales dans la plaine de l'Hérault, mais c'est peanuts comparé à, voilà. Non, 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 on peut faire un peu d'arbor aussi, mais Oui, de bon, bon, l'arboriculture. de l'arboriculture. Mais là aussi, hein, on est près de la mer, donc on a beaucoup d'influence maritime. Donc les fleurs, par exemple, des pêchers et des abricotiers, c'est compliqué, quoi. Faut pas oublier cet aspect-là, hein. Bon, voilà. Donc c'est vraiment la viticulture qui est vraiment, enfin, ouais, le secteur agricole là où on est le plus adapté, quoi, hein, voilà. Après, ici ou là, bon, en bord de l'étang de Thau, on peut faire des huîtres, des trucs comme ça, mais c'est anecdotique, quoi. C'est pas, Oui, bien sûr. voilà. Alors donc, Principalement, massivement, c'est la viticulture. je t'ai fait passer des articles où les journalistes commencent à botter en touche et disent que la crise, elle est liée au réchauffement climatique. Que de mensonges, qu'est-ce qu'on peut en voir des mensonges? Ouais, mais surtout ceux que ça les arrange, comme ça, ils n'ont pas besoin d'expliquer la vérité. Parce que là est le problème. Normalement, un journaliste, alors je vais citer un homme politique que j'adore, qui est Jean Jaurès, qui disait, et qui était journaliste aussi, qui a créé l'Humanité, et qui disait le courage, c'est de trouver la vérité et de la dire. Oui, Il faut avouer qu'en ce moment, dans les médias, il n'y a pas beaucoup de courageux, hein. de trouver la vérité et de la dire, hein. Eh oui, d'ailleurs, ça lui a coûté cher. Mais bon, non, non, là, ça n'a rien à voir. Par exemple, il y a des choses qui sont plus contre-productives. Je vais vous donner un exemple bien précis, moi, qui me fait bondir de la chaise à chaque fois. C'est quand vous avez des scientifiques qui vous expliquent que, il y a un réchauffement climatique qui est véritable, hein. Là Oui, n'est pas la question, hein. Mais pour l'expliquer, qui disent, ben voilà, la preuve, c'est que les vins sont de plus en plus alcoolisés. Je sais pas si tu as entendu ça déjà. si, 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 si. Mais c'est une connerie, mais monumentale, hein. Mais il n'y a pas plus. Mais c'est. Je veux dire, les gars, ils se disent, mais attends, mais s'il est capable de sortir une connerie comme ça, il doit pouvoir en sortir d'autres, tu vois. Bon, tout simplement, pourquoi c'est une connerie? Parce que un raisin est mûri, c'est un fruit qui mûrit. Donc, en fait, il a une maturité qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Puis il arrive au maximum, puis après, ça redescend.
quand tu ramasses un raisin qui fait 14, Hmm. enfin 14 degrés pour faire du vin à 14 degrés, ben avant d'être à 14, il était à 11. Oui, Donc si tu avais voulu le ramasser à 11, tu le ramassais à 11. oui. Donc si tu le ramasses à 14, c'est que tu as voulu le ramasser à 14. Hmm. Ça n'a rien à voir, le réchauffement climatique, avec ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est que depuis quelques années, on voit des accélérations de maturité sur les raisins. Oui, Ça, oui. Et ça, on le constate avec l'augmentation de la chaleur. et les Et dates des vendanges sont de plus en plus avancées. voilà, c'est-à-dire que elles sont plus. Alors, oui, elles sont plus en plus avancées, mais c'est pas trop ça qui est gênant. C'est pas ça encore qui caractérise, à mon sens, hein, à mon avis, hein. Oui, C'est que, si tu veux, quand il y a la véraison, au moment où le jus, le sucre rentre dans le raisin, ça appelle ça la véraison quand il tourne. À l'époque, on avait 40 jours après, tu vendangeais. hmm, Voilà. Euh, et tu avais une progression comme ça, constante, linéaire presque. Pas linéaire, mais bon, elle montait tranquillement. Aujourd'hui, tu as la même chose, sauf que au lieu d'être comme ça, c'est comme ça. Et donc, tu as une accélération ah, des maturités. Moi, je l'ai vu avec les raisins de table cette année. J'ai commencé effectivement un petit peu plus tôt, mais j'ai commencé 4 jours avant. C'est pas. Bon. Mais par contre, après, une fois que le sucre a commencé à arriver à plein pot, au lieu d'avoir une maturité sur 3 semaines, je l'ai eu sur 10 jours. Maturité maximum. Donc, tu vois le truc, quoi. C'est ouais, multiplié ouais, par 2 ou ouais, par 3, quoi. C'est ouais. ça les phénomènes à l'heure actuelle. Et c'est le phénomène qu'on a eu cette année au mois d'août, où on a eu de très, très, très fortes chaleurs, 45 degrés hein, dans l'Hérault. Et c'est là que le 15 août, et c'est là qu'on a vu tous nos raisins complètement flétrir, quoi. Se concentrer sur souche, disparaître. Alors, dans les solutions, parce qu'on les connaît, nous, les solutions, tu es bien d'accord, Didier, que c'est le modèle économique qui nous détruit tous, hein, viticulteurs ou peu importe ce qu'on fait comme dans le métier agricole, pour un peu importe les filières. Et on savait qu'on arriverait là. On l'a dénoncé, on est nombreux à l'avoir dénoncé dans plusieurs syndicats d'ailleurs, hein, depuis des décennies, hein, parce qu'on n'a pas de renouvellement des générations, on n'arrive pas à gagner notre vie, on ne peut pas faire la transmission, parce que le modèle économique, il est pas adapté à nous les agriculteurs, on nous a livré au libre-échange, hein, et pour que les exploitations se transmettent, viticoles ou autres, la valeur économique de l'exploitation, bah, faut une maîtrise sur le foncier, sur les bâtiments, sur le cheptel et sur le matériel, quand il y a du cheptel. Et pour ça, il faut des fermes familiales à taille humaine. Parce qu'un jeune qui va s'installer, il ne va pas racheter, s'il a 20 hectares de vignes, il ne va pas racheter 20 hectares de foncier, construire sa cave et avoir tout son matériel pour lui. Financièrement, ça ne passe pas. Donc, il faut des fermes, il faut des exploitations à taille familiale et il faut des prix. Si on n'a pas des prix à hauteur des coûts de production, on peut passer des journées à discuter. Si on n'a pas de prix rémunérateur, on est mort, Didier. Oui, le constat est excellent. Et d'ailleurs, il est partagé par l'ensemble. Enfin, je vais faire un petit peu de. Enfin, c'est pas de la démagogie, mais quand on regarde les syndicats, Oui, c'est ce qu'ils disent. Les responsables des syndicats ils disent oui, alors ils disent pas des prix. C'est vrai, ils disent des ah, revenus. C'est pas la même exact. chose, hein? Ok. Mais les politiques, c'est pareil. Oui, Ils te disent tous pareil, mais oui, vous faites un beau métier, effectivement, il faut un revenu, il faut. Bon, oui. la question, c'est effectivement comment on fait pour l'avoir. Il y D'abord, a, la première question, c'est est-ce que ça a déjà existé? Bon. Et tu regardes dans l'histoire, et tu regardes que oui, ça a existé. Il y a eu des périodes où les paysans vivaient correctement de leur travail. oui, Et d'ailleurs, euh, ils ne touchaient pas de primes. non. Moi, tu vois, je sors du Gers. J'ai été voir pourquoi il y a des maisons bourgeoises, des grandes maisons, beaucoup plus que chez moi en Maine-et-Loire, des belles demeures, des grandes demeures. Et j'ai creusé la question. Au 14e, les gens étaient très aisés. Il y avait de la viticulture, de l'armagnac, il y avait de l'élevage. Et c'est marqué que les paysans, beaucoup étaient propriétaires, beaucoup étaient propriétaires. Hein. Il était considéré comme vivant correctement. Donc, il n'y avait pas la PAC, évidemment, hein, il n'y avait pas tout ça.
il n'y avait pas toutes nos commissions européennes et tout. Et bien sûr que ça existait. Et voilà. Et donc, ces choses-là. Alors, c'est vrai, ça, c'est des périodes. Bon. Oui, Euh, Moi, il y en a une période que j'aime bien référencer, c'est 1936, hein, quand le Front populaire est arrivé, qu'ils ont mis en place les offices qui permettaient justement d'empêcher la spéculation sur les prix des céréales, parce que la céréale, c'était très important à cette époque-là, hein. oui, oui, Et donc, et les Américains aussi, aux États-Unis d'Amérique, les prix planchers fixés par l'État, ça existait aux États-Unis jusqu'en 1994. oui, je sais. Voilà. Et jusqu'à l'avènement du GATT, et ensuite de l'Organisation mondiale du commerce. Donc tout ça, ça existait. Il n'y a rien de. Même y compris même dans l'Union européenne, au début, la PAC, elle a permis à certains de vivre correctement, quoi. Oui, Donc en fait, faut pas se dire que, un, ça tombe du ciel, et que deux, bah, il n'y a que le marché et il n'y a que ça à faire. Non, et quand quelque chose ne fonctionne pas, ben, on change de braquet. Or là, c'est pas ce qui se passe. Là, si je reviens à la viticulture, ce qui est très intéressant dans la question de la viticulture, c'est que nous, en viticulture, on n'a pas la PAC comme les autres, on est à part, on non, a une OCM 20, qui est à peu près de 1,2 milliard d'euros pour toute l'Europe, et la France, à peu près 280 millions d'euros. Voilà. C'est pas énorme, hein, non. c'est pas énorme, mais ça existe. Et donc, cette PAC, elle a eu, cette OCM 20, elle a évolué, elle n'a pas beaucoup bougé, mais la dernière date de 2008. Et c'est celle qui est la plus libérale. C'est-à-dire qu'en 2008, ils ont décidé de libéraliser à fond le marché du vin. Ah oui, Voilà. Allez, on y va, parce que ça, c'est l'avenir. Ah bon, bon. Donc, ils ont fait péter les droits de plantation, ils ont fait péter tout un tas de réglementations qui permettaient justement, qui cadraient le marché. D'ailleurs, on a appelé ces mesures-là l'encadrement du marché. Donc, ça avait bien un nom. Donc, ils ont enlevé le cadre du marché, et ben, aujourd'hui, on voit le résultat. Donc, normalement, tu devrais te dire, ben, vu que cette politique nous a ruinés, bon, si tu es à peu près sensé, tu te dis, non, non, mais on va la changer. oui, Eh bien non. Tu vois, alors je veux le citer puisqu'il l'a dit dans une interview, tu vois, le numéro 2 de la FNSEA, Jérôme Despé, qui a dit qu'il fallait surtout pas changer l'OCM 20. Donc surtout pas changer la politique qui nous tue. ouais, Et après, il va aller manifester à Béziers, il est prévu une manifestation à Béziers, fin novembre, où il va expliquer tous les malheurs des viticulteurs. Mais oui, mais les malheurs des viticulteurs viennent de la politique que tu soutiens. mais bien sûr. Donc, voilà la situation dans laquelle les viticulteurs, mais les éleveurs et les Oui, oui, céréaliers sont confrontés. C'est-à-dire que ça tombe, ouais, comme je dis, ça tombe pas du ciel. Il y a vraiment une oui. politique derrière qui est menée. Et il faut la changer, parce que si on la change pas, fondamentalement sur les prix, sur les marges aussi, hein, il faut réguler les marges, eh bien, dans moins d'une génération, ou beaucoup moins d'une génération, il n'y aura plus d'agriculteurs dans ce pays. Ah non. Ah non, parce que moi je pense qu'on peut descendre à en dessous de 150 000. On peut, si ça continue, la destruction comme ça, on peut arriver à 100 000 fermes. On peut arriver là, hein. Ben, c'était prévu par le plan Manchol, hein. Oui. Psychomanchol, Ouais. oui. Donc, Avec plusieurs millions d'hectares en friche. ouais. C'était l'objectif hein, à afficher. C'était d'ailleurs pour ça, hein, tu le sais, toi, hein, que le MODEF s'était créé en 59, Oui, 1959 pour contrer cela. Et d'ailleurs, on avait ici dans la région, les vieux du MODEF, ils avaient trouvé un slogan. Alors bon, il vaut ce qu'il vaut, hein, parce ils se battaient déjà contre les arrachages des vignes. Ils disaient, on va ici, dans le sud, on va devenir le bronze-cul de l'Europe. oui. Ben ça y est, hein, sauf que le bronze-cul, des fois, et le barbecue, il est chaud, hein, parce que les campings qui vont brûler aussi, c'est un danger, hein, parce que Et tu vois, les gars, il était en avance, hein, les gars qui avaient démarré ça, hein. Après, tu as connu Michel Glaise, tous ces gars-là, il avait une longueur d'avance dans le raisonnement. oui, oui, c'était un raisonnement, comme je te l'ai dit la dernière qu'on s'est vu, c'était des raisonnements politiques. Bien sûr. Voilà, donc basés
sur des faits, et sur une histoire, quoi. Ah bah oui, les gars, c'était pas des anarchistes, hein. Les mecs, c'était des gars qui avaient des connaissances économiques et ils savaient très bien qu'avec ce modèle libéral-là, on allait dans le mur. Et quand ils le disaient, certains se faisaient passer pour des idiots. On rigolait d'eux. T'as vu le résultat aujourd'hui? Oui, je vois le résultat et tu as dit quelque chose tout à l'heure que j'ai relevé. Tu as parlé des investissements. Oui, Euh, Effectivement, le niveau d'investissement en viticulture chez moi, que ce soit à travers les structures coopératives, c'est-à-dire les cartes coopératives, mais pas que. Il y a des structures coopératives, on va dire. Sites d'embouteillage, par exemple, fait, des trucs comme ça. Ou dans les propres exploitations de chaque adhérent de coopérative, depuis une vingtaine d'années, à peu près 20-25 ans, les investissements qui ont été réalisés sont monstrueux. Monstrueux. Ça dépasse l'entendement. C'est-à-dire que, pour bien expliquer à tes auditeurs, euh, je vais un petit peu exagérer, mais pendant 100 ans, il y a presque, pratiquement pas eu d'investissement dans le monde viticole, à part la construction des caves coopératives, oui, et puis renouveler le cheval et ensuite le vieux tracteur, oui. si tu vois les choses comme je vois là-bas. Mais en 20 ans, là, enfin ces 20-25 dernières années, mais on aurait pu en construire des centaines avec l'argent qu'ils ont investi dans les caves coopératives. Des centaines de caves coopératives, on aurait pu construire en plus. D'argent qui va partir en fumée puisqu'ils maintenant ils vont les fermer. Des achats de matériel, mais des tracteurs, mais c'est des 100 chevaux. Ouais. Mais t'as pas besoin de 100 chevaux pour travailler. Enfin, c'est monstrueux. C'est-à-dire qu'il y a une dichotomie, si tu veux, entre à la fois les investissements massifs du matériel comme on n'a jamais eu, et en même temps, de l'autre côté, des récoltes qui, qui, Ouais, parce que qui diminuent. pour faire un vignoble, il y a besoin d'un 120 chevaux. Je savais pas. Non, pas du tout. Ben voilà, ben voilà, ben voilà, Pas du tout. ben voilà. Mais il y a une folie comme ça. Et ça, derrière, ben, tu as eu ben, tu connaissais ça très bien, aussi mieux que moi, puisque tu l'as connu avant moi. Tu as des conseillers agricoles, des conseillers qui te conseillent. Mais, comme me l'avait dit une fois un vieux fournisseur qui m'avait dit, Monsieur Gadea, retenez cette leçon, le conseilleur n'est jamais le payeur. Et ça, c'est quelque chose qui me reste en tête. Et Parce il que faut. le matériel dans la vigne comme dans le reste, c'est devenu la folie des grandeurs. C'est devenu, il y a beaucoup d'orgueil, beaucoup de fierté, et c'est complètement démesuré, souvent, des réalités de ce qu'on a besoin réellement. Oui, si tu prends comme référence les rendements hectares, Oui, c'est quand même quelque chose de concret, le rendement hectare. oui, oui, Tu regardes ce qu'on ramassait il y a 60 ans. Alors, on avait des vieux camions à plateau, des 403 à oui, plateau. On n'avait même pas de tracteur, hein. Les trois quarts, ils n'avaient même pas de tracteur et tout. On te ramassait du 150, pardon, 150 hectolitres à l'hectare, tu vois. Aujourd'hui, avec toute cette modernité et tout ce matériel et tout, tu fais du 30, mm, mm, 5 fois moins. mm. Tu vois, voilà. Seulement à l'époque, les anciens, ceux de la génération de mes parents et de mes grands-parents, ils parlaient jamais en hectares. Ils parlaient en pieds de vigne. Oui, C'est-à-dire, tu as tant de pieds, c'était 4000 pieds à l'hectare, et ils te disaient, j'ai 20 000 pieds, j'ai 20 000 souches. Ils ne parlaient pas d'hectares. Parce que les hectares, ça ne veut rien dire. C'est ce que tu récoltes qui vaut quelque chose, ce qui te reste à la fin du mois. Aujourd'hui, les gars, ils te parlent que d'hectares. Parce que comme ils récoltent plus rien, eh ben, ils se gonflent un peu en disant, moi, j'ai 30 hectares. Ouais, mais tu oui, as 30 hectares de rien. oui. Voilà. C'est terrible, hein, comment ils ont réussi waouh, à changer les mentalités des vignerons en une génération, quoi. Parce que là, dans une vigne, tu as combien de pieds aujourd'hui dans les vignes en moyenne, là où ils passent avec les tracteurs? Ici, c'est 4000. 4 000. Entre 3007 et 4000. Oui, parce que Ouais. maintenant, ils font des vignes avec des plus gros tracteurs où c'est encore plus large. Alors là, il y en a encore moins.
Oui, c'est-à-dire on a agrandi les rangs, ouais, les espaces entre les rangs, mais c'est plus, c'est plus du tout la même façon de travailler, hein. Non, Voilà. Mais ça, c'est une situation aujourd'hui à laquelle sont confrontés donc les vignerons. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure en préambule, avant qu'on commence la vidéo, tu m'as demandé si comment je pouvais qualifier cette crise viticole, comment donner la dimension de cette crise viticole. Et je t'ai dit que pour moi, alors ça n'engage que moi, et bien évidemment, elle est au même niveau que celle qu'ont connue les vignerons en 1907. Voilà. La seule différence, c'est que c'est pas la même sociologie. non. En 1907, le département de l'Hérault, ben, c'était la seule économie du département. Tout le monde vivait au rythme de la vigne. Donc forcément, ben, ça a eu un gros impact, beaucoup plus médiatique qu'aujourd'hui, hein. La population tout entière était derrière les vignerons, puisque tout le monde était vigneron, en quelque sorte. Qu'aujourd'hui, on est une population, on représente que 5000 exploitations dans l'Hérault, quoi, hein. Ouais, Voilà, sur 1 million d'habitants. ouais. Mais le vigneron, lui, qui subit cette crise, euh, c'est à peu près au même niveau, quoi, hein. C'est vraiment, vraiment très, 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 très dur, quoi. Il n'y a pas de remède. Et les années se passent et on voit rien changer. Eh bien non, puisque je viens de te dire tout à l'heure que euh, on va avoir une manifestation qui est prévu, je crois, le 25 novembre à Béziers. Bon, de l'appel de la profession, c'est-à-dire de la FNSEA et ses acolytes, hein. Bon, et du RN aussi. Et certainement, ils seront là en force. Mais qu'est-ce qu'ils vont proposer? De l'arrachage. Bien sûr. On se donne rendez-vous le jour de la manif. Et qu'est-ce qu'ils proposent? Ils vont pas proposer des prix planchers, ils sont contre. Ils vont pas proposer que la grande distribution et les metteurs en marché nous payent le vrai prix du vin. Ils sont pour le libéralisme. Bah oui, ils Ils sont sont- contre la régulation des marges. Tout à fait. Bah, bien sûr. Donc, qu'ils proposent? Ils vont proposer, ben, on va leur mettre un dossier entre les mains, on va leur dire, ben voilà, hein, vous allez appeler, vous allez un peu gueuler sur Macron, hein, comme vous faites là, allez-y, hein, de toute manière, il est cuit, donc tu peux y aller. Vous allez faire peut-être un incendie par-ci par-là, une cuve pétée par-ci par-là, et puis après, vous rentrerez à la maison, et on mettra en application le plan de destruction de la viticulture. Moi, je me rappelle très bien en 76. Alors, en 76, il y a eu les deux morts à Moreau-dans-les-Corbières, hein, manifestation de vignerons. Mais il y a eu aussi dans les années 76, 75, 76, la liquidation de la sidérurgie en Lorraine. Oui, Et bien moi, ça me fait penser un peu à ça. Voilà. J'ai l'impression que je revis un peu. mais eux, la FNSEA, la manifestation qu'ils vont faire à Béziers, ils vont appeler ça un plan de restructuration. Un, ben, un plan d'avenir même. Oui, un plan d'avenir. Et oui, C'est là que tous les mots ont leur sens quand tu veux manipuler les foules. Un plan d'avenir, ouais. Ouais, oui, ils vont appeler ça. Ouais, t'en fais pas, ils auront les formules qu'il faut. Et puis surtout, ils auront les bonnes questions posées par les bons journalistes qui ne viendront pas les gratouiller, hein, euh, sur leur bilan. Depuis, il y en a certains qui sont là depuis 30, 40, 50 ans, hein, dans le milieu viticole et dans le milieu syndical. Voilà, donc voilà. Après, tu as les politiques aussi, parce que à un moment donné, faut savoir un peu les politiques ce qu'ils vont proposer. Quand je dis les politiques, hein, je m'excuse, les partis politiques. oui, Et rappelle-toi, je t'avais envoyé un petit message en te disant, il y a une crise viticole dans un silence assourdissant. oui, Parce que tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que moi, j'ai connu les années, justement les années 76, 77. Alors j'étais minot, hein, mais je me rappelle, hein, où tu avais des partis de gauche qui étaient à fond avec les vignerons, quoi. Moi, je te dis de gauche parce que je suis de gauche, hein, c'est pour ça. Mais ils étaient à fond. Ici, tu avais Mafro Boger, député européen, apparenté communiste, ça y allait, quoi. Tu avais toute l'Aude, tout le département de l'Aude, les députés étaient socialistes, quoi. Tu vois? Bon, il y a ça, bon, bref. Aujourd'hui, bah,
t'as beau écouter à droite, surtout à gauche, t'entends rien, hein. Oh, bah, t'entends rien nulle part, hein. T'entends que dalle, hein. T'entends rien nulle part, hein. De toute façon, globalement, ils sont tous à la même enseigne. Bah là, ils sont surtout absents, quoi. Et, et bon, alors après, quand tu vas les voir, ils sont contents de te voir. Bon. Alors, ils sont d'accord avec toi. Bah, surtout tout le temps d'accord avec toi. Et tu dis, bon, ok, d'accord, bon, voilà, vous proposez quoi? Et là, on te dit, il faut la nécessaire transition écologique. Et là, tu dis, tu le regardes, enfin, tu dis, mais je vis dans quel monde là? On est en train de crever, on se pend dans les granges, se suicide, etc. Ou sont dans des dépressions, parce qu'on n'en parle pas aussi, hein, parce que beaucoup d'agriculteurs sont seuls, se sentent seuls, rejetés, et en plus, ils se culpabilisent sur leur situation. Et là, tu comprends pas, parce que, je veux dire, je veux parler, par exemple, de la loi du plomb. Bon, j'ai vu que tu avais fait quelques vidéos là-dessus. La loi du plomb, moi, je trouve extraordinaire la façon dont ça a été euh, pris en main par les différents partis politiques. Où on s'est aperçu quand même que d'un côté, tu avais ceux qui, bien sûr, étaient pour la loi du plomb en expliquant que il fallait ouvrir davantage sur le marché, être compétitif, tatati, tatata. Et de l'autre côté, tu avais plutôt la gauche qui criait au scandale, aux pesticides. Aux pesticides, au scandale. Mais c'est pas la question, la loi du plomb, c'est pas la question des pesticides. La loi du plomb, c'est bien sûr, bon, les néonicotinoïdes, etc. Là-dessus. Puis là-dessus, on va pas pouvoir m'attaquer parce que figure-toi que lorsqu'il y a eu réintroduction, réautorisation des néonicotinoïdes, il y a 2 ou 3 ans de cela, au nom du MODEF, c'est moi qui ai fait un communiqué en disant que c'était purement scandaleux. Donc, j'ai pas attendu ni les écologistes, ni qui que ce soit pour prendre mes responsabilités. Mais la question de la loi du plomb, c'est pas celle-là. La question de la loi du plomb, c'est qu'elle met une feuille de route pour la prochaine PAC qui va venir, la négociation PAC qui va venir, et donc on est déjà sûr qu'ils vont la retrancher de moins 20%. Donc ils vont enlever 20% de PAC. Alors si on prend la PAC française, c'est 8 milliards, c'est-à-dire 1,5 milliard de moins pour les agriculteurs. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA ou Polytechnique pour comprendre qu'ils vont pas les prendre chez les gros. Ils vont aller taper sur les exploitations familiales. C'est ça le danger de la loi du plomb. Ça donne une feuille de route pour la prochaine politique agricole commune. C'est pas la question des pesticides, là. Là, on est. Et toi, tu penses ils peuvent cogner jusqu'à 20%? Alors, c'est les chiffres qu'on a au MODEF. Oui, mais Voilà. tu sais que ça va se négocier et que la FNSEA va arriver en grand vainqueur. Enfin, tu connais ça. Oui, tout à fait. Mais elle va arriver en grand vainqueur pour les siens. Ah bah oui. Ben oui. Et la FNSEA n'a jamais défendu les exploitations familiales. Non. Jamais. Bon. Et d'ailleurs, si tu regardes bien euh, les 5 syndicats qui sont présents, il n'y en a qu'un qui défend les exploitations familiales. Parce que pour la coordination rurale, eux c'est les gros, c'est les très 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 gros. Voilà. Et la Confédération paysanne, eux, ils s'en foutent des exploitations familiales. Eux, pour eux, tes 4 chèvres de canard, ça suffit, hein. Bon. Alors, si tu veux, C'est pas- t'as de tout, parce que que ça soit à la Confédération ou à la coordination rurale, t'as de tout. Ah, mais que tu es de... mais que à l'intérieur, tu es de tout. Oui, puis Eh même dans ben, les positions politiques, des fois, t'as un peu de tout. voilà. Ça, je parle pas, moi, des adhérents, hein. Mais voilà. Et donc, moi, cette loi du plomb, comme j'ai pris ça en analyse politique et syndicale, ça donne une feuille de route pour la prochaine PAC. Et ceux qui sont visés en premier, ça va être les exploitations familiales. C'est celles-là qui vont dérouiller. Euh, je vais je peux aller dans la provocation, hein. En plus, on va dire, c'est à la mode en ce moment. Moi, quand j'entends des partis politiques nous expliquer il faut en finir avec les pesticides. Bon, tu l'as entendu, ça. Oui, bien J'ai sûr. même lu dans des journaux auxquels je suis adhérent. Bien, abonné, pardon. Euh, mais c'est pas la bonne question. La bonne question n'est pas de savoir il faut plus. La question est de savoir est-ce qu'on peut s'en passer?
il déjà répond à cette question. Et quand on a répondu à cette question, on passera à la suivante. Mais dire qu'on va supprimer les pesticides, moi, ça me paraît un peu, soit c'est très démagogique, hein, soit c'est très farfelu. Mais c'est pas sérieux. Non? Et la question donc de cette loi du plomb, moi j'ai pris ça en pleine gueule, si tu veux, en me disant mais quand est-ce qu'ils vont vraiment poser les bonnes questions, quoi? Parler Euh, du fond du sujet, du revenu. Alors, si tu veux, les phytosanitaires, on peut mettre des programmes en place pour les diminuer sans passer totalement, je ne sais pas à quelle échelle, mais les diminuer sûrement, produire différemment sûrement, mais pour ça, il faut s'en donner les moyens. Il faut d'autres politiques agricoles avec de toute façon du revenu et des fermes à taille familiale. Parce que si tu as des fermes gigantesques, tu le sais comme moi, Didier, si tu as un vigneron, il a 100 hectares à gérer, hein, il pourra pas gérer 100 hectares sans phytosanitaire. Et un agriculteur qui fait des céréales, il gérera pas 250 hectares sans phytosanitaire. Ça sera très compliqué aujourd'hui. Je dis pas qu'il y en a pas qui le font, mais c'est très compliqué. Tu as des fenêtres d'intervention au printemps très courtes, c'est très compliqué. ah, mais c'est pas que c'est compliqué, hein, c'est impossible. Toi, tu dis c'est impossible. Voilà. Bah, les mots ont un sens. Quand on dit zéro pesticide, c'est compris le sulfate de cuivre. On est d'accord. Ou alors, il faut dire zéro pesticide d'origine chimique, machin. Voilà. Mais, bon, alors, la viticulture, justement, c'est le contre-exemple le plus parfait. Parce que s'il y a bien un secteur où on pourrait se passer des pesticides, ou du moins en grande partie des pesticides, c'est la Oui. viticulture. Parce que Oui. la recherche en viticulture, en cépage résistant et en cépage hybride qui résiste aux maladies cryptogamiques, on est au top en viticulture. C'est-à-dire qu'on est en capacité d'avoir moi j'en ai, hein, donc je peux témoigner là-dessus, des vignes où tu n'as pas besoin de traiter. D'ailleurs, que tu tailles en hiver, tu laboures et tu récoltes. Voilà. Ça, Parce que c'est des cépages spéciaux, non? oui, c'est des croisements qui ont été réalisés. Alors, il y a deux catégories, hein. Il y a les premiers, donc ce qu'on appelait des hybrides avant-guerre. C'est des croisements avec des plants américains, donc d'Amérique, pas forcément des États-Unis, mais du continent américain, donc qui étaient immunisés contre le mildiou et l'oïdium principalement. Et puis après, il y a eu de la nouveau de la recherche dans les années 70, avec des cépages, alors cette fois-ci du monde entier, pour faire des croisements. Et ils appelaient, alors pour pas appeler ça hybride, ils ont appelé ça des cépages résistants. Mais quoi qu'il en soit, tu as des cépages où tu as pratiquement zéro traitement, voire zéro. Bon. Donc là, on est sur un exemple justement intéressant où on est en capacité de faire venir de la vigne, du vin ou des raisins de table, sans pesticides pratiquement. Alors, on va dire, allez, en enlevant 99%, 98% ou Et, et c'est 95%, la, allez. et c'est la même chose en céréales. Si tu choisis des variétés qui existaient autrefois, on les a supprimées pour produire plus et vendre des phytos. Mais en céréales, il y a des variétés où pratiquement tu feras rien. C'est vrai ce que tu dis. Ouais. Ah non, mais ça, bon, je te dis, j'en ai. Mais le problème qui se pose, pourquoi on n'en plante pas? Tu as la réponse? Ah oui, ah oui, oui, moi j'ai la réponse, hein. Mais Vas-y. non, mais ça, plutôt que de dire ah bah les pesticides, gna, 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 les pesticides, gna, 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 gna. Mais oui, ben là tu as un cas particulier où on peut avoir zéro pesticide. Pose-toi la question pourquoi on n'en plante pas? Et tu vas voir que la question, elle est vachement intéressante et le problème est vachement intéressant à résoudre. Mais il faut avoir envie. Parce que c'est plus facile de dire interdisons les pesticides que d'aller chercher et se battre et savoir pourquoi et se battre pour qu'on plante ces pages-là. Parce que tu vois, moi, c'est ça qui me met, qui me met des fois en rogne. Euh, voilà. Donc, pourquoi on ne plante pas ces cépages-là? Parce que le marché n'en veut pas. Parce que le marché ne le veut pas. Voilà, c'est tout.
Et c'est plus facile de taper sur un vigneron que de taper sur un négociant. Voilà. C'est Et puis tout. n'oublie pas que les autres variétés, le fait de vendre des phytosanitaires, ça fait tourner le business. Oui. Alors maintenant, il est un petit peu malade, le business, machin. Mais c'est vrai. Non, non, mais tu as raison parce que la profession, et alors on revient à ce que je disais tout à l'heure, la profession, après-guerre, a menti aux vignerons en expliquant que les cépages, donc ces cépages-là, hein, les premiers, ce qu'on appelle les hybrides, étaient interdits. Ils n'ont jamais été interdits. Ils ont Et ils menti ont, à la profession. et ils ont poussé les vignerons à arracher ces cépages-là, où il n'y en a pratiquement plus maintenant, en leur expliquant que c'est interdit, que si, que mi, alors que ça n'a jamais été interdit. Jamais. Il y a 6 ou 7 cépages qui ont été interdits en France. Je crois que c'était le 25 décembre 1935, si ma mémoire est bonne. Mais pour le reste, ça n'a jamais été interdit. Mais ils ont utilisé cette situation, ce décret, pour mentir aux vignerons qui crédulaient de dire, bah, ouais, si c'est interdit, alors je les arrache. Et oui, alors qu'est-ce qu'on va planter? Eh, plante ça là, plante, tu vas voir, ça c'est super, tu vas voir, ça fait des raisins, ouais, mais seulement il faut traiter. Et voilà comment les choses se sont passées, quoi. Et aujourd'hui, on a une gamme, enfin, faut voir hein, les variétés qu'on a aujourd'hui à disposition, que nous ont trouvé les chercheurs. Tu as des pays comme l'Allemagne, la Suisse, la Belgique. Alors tu me diras, c'est pas des grands pays viticoles, mais aussi l'Italie, qui plantent ces cépages-là, hein. Qui, Et nous, on va être qui, les qui, derniers. qui, qui demandent moins de traitement, alors. Eh bien, de zéro traitement à un ou deux traitements. Voilà. Au lieu de des fois, parce que des fois, vous passez 10, 12 fois. Oui, si t'es en bio, tu es jusqu'à 14, voire 20 fois. Si t'es encore Oui, en traditionnel, 7, 8. c'est Convention ça. 7-8. La moyenne, c'est 7, 8. Et un bio, il peut passer entre 10 et 14 Voilà. fois avec le sulfate de cuivre. Et l'INRA fait des recherches très intéressantes là-dessus. Ils sont à côté de Gruissant. Si un jour tu vas aller les voir, prends contact avec eux, tu verras. Et ils ont même fait comment on appelle ça, ils sont montés à Paris, hein, comme on dit, et ils ont fait des dégustations auprès d'un public amateur de vin, de consommateurs, d'acheteurs de vin. Et, euh, et ils ont remarqué que lorsqu'ils leur demandaient quel vin ils aimeraient acheter en priorité sur une gamme de vins où il y avait du bio, de l'AOC, du vin de Languedoc, et puis ce fameux vin-là, sans traitement, et bien, quand on leur donnait aucune information, la première chose, ils allaient au bio, la seconde, ils allaient à l'AOC, et le cépage donc, que je te dis, donc, c'était de l'artaban, c'était un dernier. Voilà. Et ensuite, ils ont reposé la question, mais là, ils leur ont expliqué le nombre de traitements qu'il y avait dans chaque bouteille. Et là, les choses se sont inversées. C'est-à-dire que les acheteurs, dès qu'ils ont su que l'artaban, il y avait zéro traitement, bah, ils ont préféré prendre celui-là. Et quand ils ont appris que le bio, il y avait plus de 14 traitements, ils l'ont mis de côté, tu vois. Donc, c'est une demande sociétale aussi. Euh, et là, on a ce qu'il faut pour y répondre, mais on n'y répond pas. Il faut se poser la question pourquoi. Voilà. Moi, je pense que c'est ces questions-là qui sont plus intéressantes à aborder que non pas brandir un drapeau et faire peur, quoi. Oui, oui, voilà. C'est-à-dire qu'on détourne souvent les vrais sujets. Oui, mais ça arrange beaucoup de monde, hein. Ça La arrange vie. beaucoup de monde. Et donc là, eh ben, la situation viticole, tu la vois pas belle, tu la vois pas belle du tout là. Parce que les vignobles aujourd'hui, tu l'as dit, les vignes sont abandonnées. Il y a des gens qui vont arriver en retraite ou qui vont vouloir arrêter, qui vont vouloir vendre leur vignoble, céder leur vignoble, vendre ou louer, hein. Et il n'y aura pas de repreneur, hein. Oui, je te le confirme. Encore, j'ai discuté avec l'administrateur de ma cave coopérative, hein, un jeune là, qui me disait que sur la cave de Montagnac, la cave de Montagnac, cave coopérative de Montagnac, c'est 2000 hectares de vignes à peu près. Hmm. Ouais. À l'heure actuelle, il y a 400 hectares qui ne trouvent pas preneur.
400 hectares qu'ils ne trouvent pas preneur. Hmm. C'est du jamais vu, hein. Et les caves Euh, coopératives que tu parles, il va forcément avoir une fermeture d'une partie, une forte restructuration, parce que s'il y a arrachage, s'il y a disparition des vignerons, bah, il y a des caves coopératives qui vont fermer. Tout à fait. Il faut savoir, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des investissements massifs qui ont été réalisés depuis une vingtaine d'années. Il faut savoir que dans une cave coopérative, même dans une coopérative, hein, mais bon, moi je parle de ce que je connais mieux, la cave coopérative viticole, les investissements sont amortis sur les volumes de production, ne sont pas amortis sur le chiffre d'affaires. Par exemple, quand tu refais tes quais de réception ou quand tu achètes un nouveau pressoir ou etc., ou tu changes les drapeaux pour faire du froid, tu amortis sur un volume produit. Et la dernier gros investissement de ma cave, je rigole, mais il n'y a pas de quoi rire, hein. Ils avaient établi sur un volume de production annuel et d'une moyenne de 150 000 hectolitres, d'accord? En se disant, ben voilà, on va investir tant de millions d'euros et on fera en moyenne 150 000 hectos pendant 10 ans. Bon. On n'a jamais pu refaire 150 000 hectos. Là, on est à 100 000. Ah ouais, Et toutes les caves, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait des projections comme si les choses étaient immuables je sais pas comment t'expliquer ça, comme si le monde n'avait pas changé, comme si les situations n'avaient pas changé. c'est ça. Mais elle a changé la situation. Et donc, on a aujourd'hui des caves qui se sont endettées et qui sont prêtes encore à nouveau à se réendetter, hein. C'est le cas de la mienne, hein. La mienne, là, ils viennent de signer un emprunt de 3,5 millions. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Et donc, toutes ces caves qui vont manquer de volume dans leurs investissements, elles vont chercher à ramasser du volume. Et pour ramasser du volume, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont continuer à faire ce qu'elles font depuis 30 ans, fusionner. Bien sûr, Mais plus tu fusionnes, et plus le bateau est gros, et plus ça coûte cher. oui. Et voilà. Et donc, ça ne réglera rien, ça fera que un emplâtre sur une jambe de bois, quoi. Oui. Oui, alors oui, il n'y a pas de repreneur. Moi, c'est très triste. J'ai l'impression que je vis, comme je t'ai dit, à la fin de quelque chose. Mais si j'étais le seul à partager ce sentiment, je me sentirais soulagé. Mais je ne suis pas le seul. On est nombreux à... Et alors, je vais te dire un truc, hein. J'ai fait quelques réunions avec je peux pas dire, mais avec des responsables, on va dire, politiques, locaux, voilà, et qui en off m'ont dit qu'ils avaient acté la fin de la viticulture dans le département, hein. Carrément. Ah oui, oui, oui. Et en on, ils le diront jamais, hein. En public, ils le diront jamais. Mais en off, quand les micros sont coupés, quand on est tout seul, ah, ils te disent, ah bah oui, la viticulture, c'est fini. On en a conscience. Ah, bon, mais c'est bien. Donc, oui, la viticulture qu'on a connue dans le Languedoc, à mon avis, c'est mal barré, quoi. Et donc, en termes d'impact sur les emplois, parce que la viticulture, lorsqu'elle était importante, c'était des créations d'emplois, hein. Parce qu'il y a le viticulteur, mais il y a tout ce que ça génère derrière, hein. Oui, oui, il y a toute une activité économique, bien sûr, hein. On part des écoles, déjà des écoles agricoles, de formation, jusqu'à l'industrie, parce que bon, la cuverie, tout ça, bon, ben, faut les faire, quoi, hein. C'est souvent de l'inox, voilà. Et puis bon, il faut du monde pour faire le vin. Oui, Moi, je suis viticulteur, mais je suis pas capable de faire du vin. Je suis pas capable de m'occuper de ma cave cop, hein. Je suis pas ouvrier, hein. non? Voilà. Il faut des comptables, Oui. faut du personnel, il faut des routiers, il faut du transport, il faut du verre. On a une usine de verrerie pas très loin à Béziers. Je sais pas si elle va continuer longtemps, hein. Et le prix de l'hectare de vigne, alors, il doit baisser, le prix de l'hectare. Ah ben oui, là, il a plus que baissé, puisque maintenant, il n'y a plus de repreneurs. Donc, en premier lieu, il a baissé. Hmm. Et aujourd'hui, bah, il n'y a pas d'acheteur, quoi. Il n'y a pas d'acheteur.
Donc, alors, hormis quelques secteurs où encore c'est encore comme le pic-poule de Pinet, bon, qui connaît pas encore la crise, Oui, ça peut aller, mais c'est vraiment un petit secteur, quoi. oui, il y a quelques niches encore. Il y a toujours quelques Voilà, il y a niches. quelques niches qui s'en sortent encore. Et là, donc, ça prouve bien que c'est pas une question de sécheresse ou de chaleur, puisqu'ils s'en sortent. Ils s'en sortent pourquoi? Parce qu'ils ont des prix. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors donc, Donc, en conclusion, ton mot de conclusion, ça serait quoi? Parce que le problème, on le connaît, hein. On le connaît, hein. Si on ne met pas un autre modèle économique avec des prix, on appelle ça comme on veut, hein. Il y en a qui disent des prix à hauteur des coûts de production, le prix hum, rémunérateur, hein, hum. Ben, la conclusion, pour moi, elle n'est pas facile. Parce que je sors l'année dernière d'une campagne d'élection oui, où on a pris une branlée, quoi. oui, Le seul syndicat paysan qui défend les prix garantis, les prix planchers et le coefficient multiplicateur s'est pris une branlée. oui. Voilà. Enfin, une Et, branlée, je ne sais pas si tu peux dire ça parce qu'il y a très peu de paysans qui vont voter. La FNSEA aujourd'hui représente 22% des paysans. Des paysans, je euh, ne parle pas des votants, je te parle des paysans. ouais, mais attends, mon ami, je suis un département où on faisait 270 voix, on en a fait 70, hein. Bon. Oui, parce que dans les jeunes, et puis parce que les gens se replient sur eux-mêmes et ils ne cherchent pas à comprendre les tenants et les aboutissants de la politique. Hmm. Moi, je pense qu'ils sont allés, ils sont partis à la démagogie de certains, d'un syndicat qui a fait beaucoup de bruit et qui a eu beaucoup de relais dans les médias. Oui, Et qui mais aujourd'hui, et aujourd'hui s'aperçoivent qu'il ne fait pas plus que les autres. Mais en attendant, le seul syndicat qui a défendu les prix planchers garantis par l'État s'est pris une douille aux élections. J'insiste là-dessus. Bon, ça, c'est le premier fait. Le second, c'est que au niveau syndical, on ne peut pas dire qu'on soit trop soutenu non plus, hein, politiquement. Hein. On ne peut pas le dire non plus. Bon, voilà. il n'y a rien au Donc, niveau politique. De toute façon. quand tu te retrouves dans cette situation-là, tu te dis, on va faire, quoi. Parce que si syndicalement ça marche pas et politiquement ça marche pas, voilà. Donc voilà. Bon, moi, je sais pas. L'avenir, j'en sais rien. Là, je suis un peu De toute dans façon, l'avenir. tu parles des élections, le résultat, tu es déçu de ton résultat. Mais les élections, c'est beaucoup de la communication, c'est des médias, c'est un boulot énorme, hein. Ceux Mhm. qui savent pas ce que c'est, il faut qu'ils viennent faire un tour avec quelqu'un qui fait ça. Ils vont être très, très surpris, hein, parce que pour accéder aux médias, c'est quasi impossible, c'est très compliqué. Et quand on y arrive, parfois on a 30 secondes ou une minute. Alors pour aller expliquer une crise viticole dans l'Hérault, si tu as une minute d'antenne, tu peux bien être très bon, tu n'y arriveras pas. Oui, pour l'expliquer aux personnes lambda, mais enfin, un viticulteur, il est censé quand même savoir de quoi il en retourne. Non mais je veux dire, quand tu as une minute d'antenne, Oui, une oui, non, minute, mais. tu sais comment c'est, tu sais comment c'est. Tu Oui, n'auras oui. jamais un plateau de 20 heures pendant une demi-heure, hein. Pas des gens comme... Non, Hein, non, non. tu le sais ça. Oui, bien sûr, mais c'est pas de ça que je parle, moi. Ouais, je peux pas tout dire, mais il y a des. Voilà, on a fait des choses, on a essayé Oui, d'être entendu par certaines forces politiques, oui, dites progressistes, et on nous a oui, fermé la porte dans le nez. Bon. oui. Donc, après, tu te trouves dans cette situation où d'un côté, on te claque la porte dans le nez, et de l'autre côté, aussi. C'est compliqué d'exister dans cette situation. Et tu me dis ce que j'en pense. Bon, moi, je te le dis. Après, moi, je pense de toute manière que s'il n'y a pas c'est pas avec que les agriculteurs dans leur coin qui vont pouvoir, qu'on va pouvoir s'en sortir, hein. C'est un mouvement, c'est une politique générale qu'il faut changer, hein. C'est pas, même si demain, allez, même si demain la question des viticulteurs, elle est réglée. Allez, même si demain on a des prix garantis par l'État aux viticulteurs et que on s'en sorte nous. Mais si le reste de la société s'effondre, Ça ne marchera pas. ça marchera pas, hein. Parce que qui c'est qui nous achète le vin? Oui, C'est ceux qui travaillent, hein. ben, bien sûr. Bah ouais. Donc, nous, on est dans le même bateau, quoi. Donc, si les services publics continuent à fermer, s'il manque toujours des médecins pour se soigner, s'ils continuent à nous foutre la sécurité sociale en l'air comme ils font, là,
quand ils sont en train de préparer, etc., etc., s'ils continuent, le chômage, la précarité à augmenter, les salaires et tout n'augmentent pas, bah, c'est sûr que la situation des agriculteurs ne Ah pourra mais pas non, s'améliorer. c'est un On n'est pas. global. C'est un Mais bien global. sûr, bien sûr, Un global. ça passe que par là, hein. Ça, c'est évident. Enfin, Oui. moi, j'en suis convaincu. Donc, ton mot de la fin? Ah ben mon la fin, c'est celui-là, hein, c'est qu'il faut vraiment, faut sortir par le haut, il faut changer de politique, hein, il faut, comme disent certains dans l'hémicycle, il faut une rupture, pour une véritable rupture politique, ça c'est évident. Sinon, on va retomber sur les mêmes trucs, hein. Ah ben, On va- on va refaire bien de sûr. la politique du libre-échange, du libéralisme, hein, où Hmm. certains font des burn-out. On demande de plus en plus de rendement aux gens qui travaillent, que ce soit salariés ou autres. Et puis après, il y en a toute une partie qui sont exclus de la société, qui n'ont pas de travail, hein. Il y a des travailleurs précaires aussi, des gens qui ont trois, quatre petits boulots pour faire l'équivalent d'un SMIC ou à peine un SMIC. C'est le système qui est mauvais. Ouais, tu entends certaines personnes, certains agriculteurs et responsables paysans qui t'expliquent qui fustigent les travailleurs en disant, mais quelle autre profession accepterait ce qu'on fait, travailler des heures pour rien? Mais les gars, ils sont pas responsables, hein. T'es pas obligé de la. Pourquoi tu l'acceptes, là? C'est pas parce que toi tu l'acceptes que les autres sont obligés. Et puis ils sont pas responsables, les ouvriers, de la situation que Bien tu sûr vis. que non. Par contre, oui, quand là j'ai vu que dernièrement que Lactalis va foutre en l'air, je sais plus combien d'ouvriers dans ses usines. Bah, c'est sûr que les gars qui vont se retrouver au chômage du, bah, ils vont pas venir t'acheter ton lait, hein, et ton fromage, hein. Non. Donc il y a quand même des ennemis communs quand même, Mm. je trouve. Ouais, ouais, ouais. Non, non, se retourner contre les salariés, c'est un faux problème. C'est un modèle global qu'il faut remettre sur pied. Bien sûr. Et poser les bonnes questions. Oui, Poser les bonnes questions permet peut-être d'y répondre des fois. oui. Que si on pose pas les bonnes questions, évidemment, on Ouais. nous envoie sur une route, sur un chemin dans lequel on répondra jamais à la question de fond. Eh oui. Ça, les politiques, ils savent faire. Ah, Et les politiques, quand tu dis que tu as été déçu des politiques, les politiques, ils surfent sur la vague pour être réélus. Donc, ils sont dans les médias pour leur réélection. Donc, s'il faut aller écouter Pierre, ben, ils vont écouter Pierre. Si Paul a le vent en poupe, parce qu'il y a plus de monde dans ce syndicat-là, ils vont aller avec Paul. Et puis, si le lendemain ça va plus, ils vont le lâcher. C'est ça, les politiques. Bah écoute, moi, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais maintenant, bon, ben, on va Ouais, voir. On va voir le 25 comment ça va se passer. ce n'est pas faute d'avertir les gens. On leur a dit que ce modèle-là économique ne fonctionnait pas et il ne fonctionnera pas. On peut le prouver à travers le monde, hein. Tous les pays qui ont employé il y a plein d'économistes qui le disent, hein. Tous les pays qui ont employé le libre-échange, ils ont tous fini ruinés. Tous, 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 sans exception. Ah, on le sait, Mais, mais hein. tu as raison, parce que, figure-toi, je regardais un documentaire l'autre jour sur les États-Unis d'Amérique et leur implication dans la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Et ce que je ne savais pas, et que j'ai appris, c'est que Roosevelt, avant de décéder, Oui, a mis en place une politique où c'est l'État américain, écoute bien, hein, c'est l'État américain qui a construit les usines. C'est pas les patrons américains, hein. C'est l'État américain qui a construit les usines pour fabriquer l'armement. Les ouvriers qui travaillaient dans ces usines étaient des fonctionnaires, oui, ok, enfin, assimilés fonctionnaires. oui, Ah, oui. d'ailleurs, il y avait un taux de syndicalisme impressionnant à cette époque-là. Et les carnets de commandes étaient assurés par le gouvernement américain pour acheter, faire des bombes, des Ah bah avions, etc. oui, oui, Après-guerre, lorsqu'ils ont fait péter la bombe atomique, c'était pas prévu, puisque les industriels américains, ils avaient prévu encore une guerre jusqu'en 47 à peu près, tu vois, jusqu'en 1947. Alors ils se sont plaints, ils se sont dit au gouvernement américain, eh oui, mais bon, vous voyez, dans la merde dans laquelle vous nous mettez, on a les cartes. Oh, mais c'est pas grave, hein.
on vous achète quand même les obus, les avions. Donc, ils ont tout acheté, alors qu'ils n'en avaient pas besoin. Ils ont tout détruit. Et les usines, tu sais ce qu'ils en ont fait? Alors qu'elles appartenaient au gouvernement américain, eh bien, ils les ont donné ils les ont donné aux industriels américains. Eh bien, Privé. t'en as pas eu un qui a dit non, hein. Il n'y en a pas un qui a dit, ah ben non, nous sommes des libéraux, nous. Nous allons nous faire tout seuls. Ils ont pris les usines, le pognon, et voilà comment on devient riche. Ils ont pris les usines qui avaient été financées par l'État. Bah voilà, exactement. Et c'était sur Arte, je crois que j'avais vu ça. Ah, j'étais scotché, moi. C'est pas Et la destruction des avions et des jeeps et compagnie, hein. De toute façon, une économie libérale, libérale pure, ça n'existe pas. Dans Mais, aucun oh, pays du monde, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça ne peut mais pas non, fonctionner. ça peut pas exister. Ah mais non, ça peut même pas exister. Tu as raison. Mais nous, on en est convaincus. On sait que c'est ça qui nous détruit. C'est l'absence de revenus, l'absence de régulation des échanges, la non-maîtrise de la spéculation. Le mot la spéculation, déjà, devrait être interdite sur toutes les matières premières agricoles. Donc, tant qu'on ne fait pas ça, bah, comme tu dis, on se fait plaisir, hein. On gueule, on sort des drapeaux, on se fait plaisir, mais on passe à côté du sujet. Mhm. Tout à fait. Et Bah, d'ailleurs, écoute, hein, la spéculation a été pendant très très longtemps sur les productions agricoles en France, c'était interdit, hein. Tu étais condamné à mort si tu faisais la spéculation. Et il a fallu attendre 1788, c'est bizarre, hein, pour que les libéraux de l'époque, on appelait ça les physiocrates, demandent à Louis XVI de libéraliser justement la- le marché de la céréale. oui, Et puis on a vu comment ça s'est fini. oui, Voilà, oui. voilà, voilà. Bon, Bon, ben bah écoute, écoute, Didier, merci, ben merci à toi. et je te dis à bientôt. Allez, d'accord. À bientôt. Je te tiens au courant. Salut, Didier. Ciao.